Donc, d'être surtout resté jusque-là parce qu'on a eu un début un peu dystocique, donc lié à des choses qui ne dépendent pas un peu de notre volonté et qui sont liées aux problèmes qu'il y a habituellement dans les NTIC, comme on dit. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Youssou, qui va dérouler donc le cas clinique. Il y a aussi comme co-modérateur, je suis avec le professeur Simon Sarr, il y a le docteur Sonia aussi qui co-anime donc cette session. Donc je pense qu'on peut démarrer puisqu'on a pris assez de retard. S'il y a des questions, peut-être on peut lever la main ou bien après la session. Parce que ça peut être un peu interactif au début, mais après, à la fin, s'il y a des questions, on peut aussi, au fur et à mesure, mettre les questions dans le chat pour gagner du temps. Merci beaucoup. Youssou, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers maîtres, chers collègues, donc, dans le cadre des activités du groupe rythmologie de la SOCECA, donc, nous avons l'honneur de vous faire part d'une présentation chez une des patientes que nous avions reçues au service cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, il s'agit d'une patiente de 64 ans qui est hypertendue connue, porteuse d'une dysfonction systolique ventriculaire gauche évaluée à 40% et d'un bloc de branche gauche connu. Une coronarographie a été faite et revenue normale. Cette coronarographie a été faite dans le cadre de douleurs caractéristiques et d'une troponinèmie positive. Elle est revenue normale. Elle a été admise pour des palpitations et une dyspnée d'effort stade 3. Donc, à l'admission, la patiente avait une pression artérielle à 170 sur 100 mm de mercure aux deux bras. Elle était tachycarde à 162 battements par minute. La température et la saturation en oxygène étaient normales. L'examen physique retrouvait une tachyarrhythmie auscultatoire. Le reste de l'examen physique était sans particularité. Chez cette patiente, nous avons enregistré cet électrocardiogramme suivant. Donc, je vous laisse donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez sur cet électrocardiogramme chez cette patiente reçue pour dyspnée et palpitation et chez qui l'examen physique était normal, donc durée normale, hémodynamiquement stable. Qu'est-ce que vous pensez de cet électrocardiogramme? Bon, s'il y a des volontaires, ils peuvent lever la main peut-être pour aller vite, puisqu'on avait prévu de faire un sondage, mais on a eu des soucis techniques. Voilà, est-ce qu'il y a des volontaires pour interpréter cet électro et dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez? On a fait avant-hier, je pense, ou hier, un round-up de tout ce qu'il faut évoquer devant une tachycardie globalement. Je ne sais pas s'il y a des volontaires. Alors, s'il n'y a pas de volontaire, Simon, tu peux peut-être désigner quelqu'un, non? Ouais. Parce qu'apparemment, personne ne lève la main pour aller vite. Je vais aller. Traoré. Oui, docteur Traoré. OK. Donc, nous sommes devant un électrocardiogramme de surface avec 12 dérivations. Donc, quand on regarde les 20, c'est pas, je prends les D1. Quand on regarde les D1, on voit des QRS qui sont élargis avec une fréquence cardiaque à 160 à peu près. Oui, 170. La fréquence cardiaque à 170. OK. Donc, avec une fréquence cardiaque à 170 par minute, il n'y a pas d'onde P visualisée ni en D1, ni en DD. Même en V1, il n'y a pas d'onde P. Et quand on regarde les dérivations péricordiales, il n'y a pas de concordance
sur les précordiales. Et en V6, il n'y a pas d'aspect de bloc de branche là-bas. Et l'AVR est négatif. Donc, pour moi, c'est une tachycardie supraventriculaire. Une tachycardie à QRS large supraventriculaire. Ou bien, peut-être... Donc, tu penses que c'est une tachycardie supraventriculaire. Oui. Mais parmi les tachys supraventriculaires, est-ce que tu peux donner un diagnostic ou bien évoquer des hypothèses de tachycardie supraventriculaire, puisque tu as évoqué une tachy supraventriculaire? Oui, c'est possible que ce soit un flux terrain. C'est possible. D'accord. Oui, pour moi. Et comment tu expliquerais le QRS large comme ça? Mais si on a une tachycardie supraventriculaire qui survient sur un bloc de branche préexistant, c'est possible? D'accord. Oui, à mon avis. D'accord. Merci, Dr. Traoré. Oui. Donc, quelqu'un d'autre aimerait intervenir? S'il n'y a aucune main, on peut avancer, je pense. D'accord. Donc, parmi les hypothèses, donc, il y a 4 hypothèses qui ont été émises. Une tachycardie ventriculaire, une tachycardie sinusale, un flotteur tachyatrial ou une réentrée intranodale sur un bloc de branche gauche, ou bien une tachycardie antidromique sur faisceau de Kent. Et si on revient à l'électrocardiogramme, avant d'avancer dans les hypothèses, donc il s'agit, ce qui vient au premier coup d'œil, c'est qu'il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS large. Donc, tachycardie régulière à QRS large, évoquer une tachycardie ventriculaire, c'est toujours une hypothèse valable. D'ailleurs, on dit qu'il s'agit d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, il s'agit d'une patiente qui est porteuse d'un bloc de branche gauche connu. Donc, qui fait cette tachycardie. Donc, si on analyse bien l'électrocardiogramme, déjà d'emblée, on ne voit pas une capture ou une fusion qui serait plus pour une tachycardie ventriculaire. Mais encore une fois, ça n'élimine pas une TV. Il n'y a pas de capture de fusion. Maintenant, si on regarde en V1, nous avons l'aspect de bloc de branche gauche. Déjà, ce tracé évoque l'aspect de bloc de branche gauche, mais ça ne suffit pas pour sauter directement sur tachycardie supraventriculaire. Donc, si l'aspect de bloc de branche gauche est là, il faut voir s'il y a une onde R en V1 ou pas. S'il y a l'onde R, le début de la dépolarisation, est-ce que c'est large ou fin? Est-ce que la branche descendante de l'onde S est crochetée ou pas? Ça aussi, c'est des critères qui orientent vers une tachycardie ventriculaire. Et on voit ici qu'en V1, le début est rapide. Le début du QRS rapide peut orienter vers une tachycardie supraventriculaire. Deuxième critère, on regarde V2, la déflexion intrinsicoïde en V2, le début du QRS jusqu'au premier changement de polarité. Donc ici, ce sera le début du QRS jusqu'au début, le début du QRS jusqu'au début, le début du QRS jusqu'au début de l'onde S. Regarde, vous voyez. Donc, si ce n'est pas supérieur à 50 millisecondes aussi, c'est en faveur d'une tachycardie supraventriculaire. Autre argument, on regarde AVR. AVR positive ou grande onde R positive, prédominance positive, est en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Si on regarde bien ici, AVR négatif, ou bien si vous avez en AVR une petite positivité, ou bien il faudra mesurer aussi sa durée. Donc, c'est un ensemble de critères donnés. Il y a Brugada, Pava, Vereke, pour orienter devant une tachycardie à QRS large les critères qui sont en faveur
ou non d'une tachycardie ventriculaire. Maintenant, revenons toujours à l'aspect de bloc gauche. Quand on a un aspect de bloc gauche dans une tachycardie à QRS large, on peut, en plus de V1, on peut regarder aussi la dérivation V6. Une onde Q ou bien un aspect QR peut être en faveur avec d'une tachycardie ventriculaire. Et si on regarde ici, déjà la concordance négative, elle n'est pas là parce que V6, elle est positive. Et cet aspect d'onde Q ou de QR, on ne l'a pas en V6. Donc, si nous réunissons tous ces arguments-là, on peut être plus en faveur d'une tachycardie supraventriculaire que d'une tachycardie ventriculaire. Donc, parmi les tachycardies supraventriculaires, donc nous avions évoqué comme hypothèse une tachycardie ventriculaire qui est toujours possible à évoquer devant une tachycardie à QRS large, flotteur, tachycardie atriale, une tachycardie par réentrée intranodale, le tout sur un bloc de branche gauche. Il peut s'agir d'une de ces hypothèses, ou bien une tachycardie antidromique sur faisceau de Kent. La tachycardie sinusale, il n'y a pas de critère de tachycardie sinusale sur ce tracé. Donc, voici les hypothèses que nous avons évoquées chez cette patiente-là. Maintenant, on continue. Quelle conduite à tenir adopteriez-vous devant cette patiente? Je rappelle qu'elle est hémodynamiquement stable. La tension est bonne, la diurèse et la saturation. Nous avons vu ensemble l'électrocardiogramme. Maintenant, entre un choc électrique externe, des manœuvres vagales de l'adénosine, de la digoxine injectable ou bien de l'amiodarone, quelle attitude thérapeutique adopteriez-vous? On fait les manœuvres vagales. C'est qui a pris? Traoré. Docteur Traoré, oui. Parce que l'hémodynamique est stable. Donc, on peut faire les manœuvres vagales pour voir si on casse la fréquence ou pas. Les manœuvres vagales? Oui. Comme les massages sino-carotidiens, pour voir si la fréquence baisse ou pas. D'accord. Donc, tu choisis de faire les manœuvres vagales? Oui, avant d'aller à l'adénosine et tout. Il n'y a pas de négation de choc quand même pour l'instant. D'accord. Qui d'autre voudrait intervenir? Je rappelle que l'objectif, c'est que ce soit vraiment interactif. Il ne s'agit pas de trouver forcément, mais de donner son avis. Docteur Youssou. Oui. Bon, comme l'a dit notre seigneur docteur Traoré, je pense que si d'emblée on part sur des arguments, sur des hypothèses en faveur d'une tachycardie supraventriculaire sur le bloc de branche, on peut, et qu'il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, pour le moment, il n'y a pas d'indication de choc électrique externe. Ce qu'on peut faire, c'est les manœuvres vagales. La digoxine aussi, je ferai attention, la même chose que l'amiodarone, d'autant plus que si on ne sait pas, sur les hypothèses, on a parlé aussi d'un probable faisceau accessoire, donc je pense qu'il faudra faire attention avec les deux dernières propositions. Et la plus valable et la plus cohérente, je pense, c'est de faire les manœuvres vagales à la limite. Merci. D'accord. Donc, c'est bon. Professeur, on peut avancer ou on prend encore d'autres avis? S'il n'y a pas d'avis, on peut avancer puisque le cas est un peu long. D'accord. Donc, chez cette patiente, nous avons réalisé des manœuvres vagales par le massage sino-carotidien, puis de la digoxine injectable. C'est cette attitude-là que nous avions eue. Maintenant, comme le disent les recommandations, donc devant une tachycardie à QRS large sans diagnostic établi, donc il faudra, la première chose, c'est d'évaluer l'hémodynamique du malade. Est-ce qu'il est hémodynamiquement stable, oui ou non? Si le malade est instable sur le plan hémodynamique, c'est la cardioversion. Si le malade est hémodynamiquement stable, c'est en ce moment que l'on commence par les manœuvres vagales. Et chez notre patiente, nous avons fait les manœuvres vagales.
ce qui a entraîné un ralentissement de la tachycardie et un électrocardiogramme a été enregistré. Donc, le suivant. Donc, nous avons fait les manœuvres vagales et nous avons eu ce tracé-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet électrocardiogramme qui a été enregistré lors des manœuvres vagales? Avons-nous le droit d'interroger? Oui, bien sûr, Simon. On est une main déjà, je pense. Je vais parler. Ah, il faut que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Il faut essayer de... Ok, je dis rien. Il y a une main, hein? Je vois une main là. Bon, sinon, s'il n'y a personne, docteur Traoré. Maria Mabari. Alors oui, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Alors, Barry. au niveau de ce TCG, donc on a un rythme qui est sinusal. On voit l'onde P qui précède chaque QRS. On a le rythme, il est régulier, avec une fréquence d'environ 75, je dirais, par seconde. Vers 90, c'est pas grave. Vers 90. Vers 90, d'accord. Donc, comme particularité, on remarque que le PR, il est long, probablement dû aux manœuvres vagales, la dépression du nœud. Et on a un bloc de branche gauche complet, avec l'onde R qui est large, empâtée en V6, en D1 et AVL aussi. C'est ça que je vois comme particularité. Merci. D'accord. Merci, docteur Barry. Qui d'autre voudrait intervenir? Est-ce que docteur Barry peut donner une conclusion pour l'électro? Docteur Barry, tu conclus quoi finalement sur cette Donc là, comme conclusion, je retiens un rythme sinusal régulier avec un bloc de branche gauche complet et un BAV1 probablement induit par les manœuvres vagales. Merci. Super, merci. Ok. On peut avancer, je pense. Ah, on peut avancer. Hein. D'accord. Donc, avant d'avancer sur cet électrocardiogramme-là, donc je vais, parce que nous avons fait les manœuvres vagales, nous avons obtenu un ralentissement de la fréquence cardiaque, mais la patiente est repartie en tachycardie. Donc, nous avons analysé cet électrocardiogramme et c'est après que nous avons administré la digoxine injectable. Et après la digoxine injectable aussi, il y a eu un autre électrocardiogramme. Le voici. Donc, manœuvre vagale, ralentissement de la tachycardie, reprise tachycardie après. Et après ceci, nous avons administré une ampoule de digoxine et nous avons obtenu ce tracé électrocardiographique. Qu'est-ce que vous en pensez? Volontaire ou Simon, tu désignes, hein? Rita, qu'est-ce que tu en penses? Il y a deux Rita, il y a deux Rita. Rita qui est en 4e année de DS. D'accord. Bonjour, professeur. Je vois que il y a... attendez, je n'ai pas vu encore la fréquence. Bon, la fréquence 124. La fréquence est à 124. Ok, donc je vois des auriculogrammes. Je ne dirais pas que c'est sinusal parce que c'est
Ça ne conduit pas. Il y en a qui ne conduisent pas. Et le rythme est irrégulier, donc une tachycardie irrégulière à QRS large. Avec, bon, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a parfois, il y a un seul auriculogramme juste après. Au fait, il n'y a pas deux auriculogrammes qui se suivent avec un retour à la ligne isoélectrique. Donc, j'arrive pas à voir vraiment l'activité auriculaire, à quoi elle ressemble. Sinon, ça ne trémule pas. Il n'y a pas de trémulation de la ligne isoélectrique non plus. Donc, le rythme, j'ai du mal à définir le rythme. Donc, je vais dire que c'est une tachycardie qui est irrégulière à QRS large. Donc, tu ne peux pas te prononcer sur le rythme, d'accord. Le rythme, oui. Pour moi, ces ondes P-là, elles ne conduisent pas. D'accord. Donc, tu retiens une tachycardie irrégulière à QRS large. Oui, pour l'instant, c'est ça que... D'accord. Quelqu'un d'autre? Docteur Andrea a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Andrea. Oui, en fait, si on fait l'analyse de l'électrocardiogramme, on note qu'on a en fait de temps en temps, le patient passe en rythme. S'il vous plaît, vous êtes connecté sur 2 appareils, c'est pour cela qu'il y a des échos. Si vous pouvez peut-être éliminer. Arrêtez. En fait, des fois, le patient il reprend son rythme sinusal de base. Et lorsque sa fréquence cardiaque s'accélère, il passe en tachycardie supraventriculaire. Donc, je ne sais pas exactement comment appeler ça, mais de temps en temps, il alterne le rythme sinusal avec une tachycardie supraventriculaire. Et voilà, c'est ça que j'allais. D'accord, merci, docteur Andrea. Professeur, on prend d'autres avis ou bien? Je pense que quelqu'un d'autre. Docteur Samoura, qu'est-ce que vous pensez de Samoura? Khadim, Samoura. Oui, docteur Khadim. Bonsoir, professeur. Juste c'est moi, c'est Samoura. Oui, docteur Samoura, oui, allez-y. Donc, je pense, moi, je dirais que c'est une tachycardie, c'est une tachycardie à QRS large. Si en AVF, on voit les zones P, et aussi on voit les zones P qui sont bloquées par endroit. Et après, au niveau du rythme complexe en AVF, on voit une onde P bloquée et une succession du complexe QRS ici. Donc, onde P bloquée. Donc, ça, c'est une onde donc P. finalement, qu'est-ce que tu retiens par rapport au rythme de cette patiente, au rythme sur cet électrocardiogramme? Bon, je dirais que tantôt il passe à rythme sinusal, tantôt il passe à... D'accord. Il passe à une tachycardie supraventriculaire sur le bloc de branche gauche. D'accord. Mais Samoura, si tu dis que tu vois ma flèche, Samoura? Oui. Tu vois ma flèche ou pas? Pardon? Est-ce que tu vois ma flèche? Vous voyez ma flèche? Non, professeur. Non, non. D'accord. Donc, si vous pensez que la 8e onde P est bloquée et la 7e, alors, parce que la 7e aussi est dans la même position. Hein. Est-ce que vous... Oui, la 7e onde P également est bloquée. Bon, je ne sais pas, bon, avec l'intervalle P qui est très allongé. Oui, donc est-ce que c'est réellement bloqué alors? Il faut faire gaffe. C'est ça le souci. Docteur Youssou? Oui. C'est ça le souci. Oui, c'est Khadim. Oui, Khadim.
Ah d'accord, moi ce que je pense, c'est qu'au départ, bon, avec le BAV1 et au bloc des branches, on a une tachycardie qui est sinusale, qui est régulière, qui est fait par des extrasystoles supraventriculaires qui sont précoces. Maintenant, oui, à partir du 9e complexe, il devient une tachycardie supraventriculaire précoce, déclenche une salve de tachycardie supraventriculaire. D'accord, à ce niveau. Voilà, à ce niveau, oui, et qui s'arrête brusquement. D'accord. Et je dirais même une tachycardie par réentrée intranodale, parce qu'on a l'impression d'avoir des auriculogrammes juste, par exemple, en 2-3, on voit un accident là-bas, voilà, qui est très précoce et qui ne conduit pas. Donc, sûrement ça. Et après, ça s'arrête brusquement et ça reprend après par une extrasystole également, qui est précoce et qui s'arrête brusquement. D'accord. Donc, en gros, peut-être il fait des épisodes de tachycardie par réentrée intranodale sur un bloc de branche gauche préexistant. D'accord. Merci, Dr. Khadim. Un autre avis? Docteur Youssou. Oui. C'est Docteur Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie. Oui. C'est une lettre quand même assez bizarre, en fait. Mais tout ce que j'aimerais faire, en fait, pour moi, en fait, les auriculogrammes viennent quand même de façon régulière. Quand on voit les auriculogrammes, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est après 2 grands carreaux, en fait. Après 2 grands carreaux, tu as l'impression de voir, en fait, des auriculogrammes. Donc, j'ai l'impression, en fait, que l'activité atriale est dissociée de l'activité ventriculaire qui est là. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est l'irrégularité de l'activité ventriculaire. Donc, qu'est-ce qui conduit les ventriculos? Bon, pour moi, l'activité est dissociée. Maintenant, qu'est-ce qui conduit les ventricules? Bon, j'ai un peu de mal à savoir ça. En fait. Mais quand même, finalement, qu'est-ce que tu retiens sur le plan rythmique chez cette patient? Du moins sur ce tracé. Alors, bon. Ce n'est pas une tachy supraventriculaire pour moi, donc ça c'est tout là. Ça fait plus une dissociation. Maintenant, je ne saurais dire en fait entre cette dissociation-là, en fait, je ne saurais dire avec quoi est-ce que le rythme atrial en fait entre en compétition, je ne sais pas, ou bien avec quoi c'est dissocié, parce que c'est assez bizarre. D'accord. Mais Stéphanie, quels sont tes arguments pour retenir une dissociation? Alors, pour moi, quand on voit l'activité atriale, elle est quand même fixe. C'est-à-dire que quand les ondes P, les auriculogrammes viennent de façon régulière. Donc, cela veut dire que les oreilles sont sous la dépendance d'un rythme qui est là. Maintenant, les ventriculogrammes ce sont les ventriculogrammes, comme je le dis, qui me posent problème parce que c'est très irrégulier. Et donc, c'est comme, pour moi, c'est qu'il y a 2 rythmes, au fait, qui est là et qui sont en train d'interagir, en fait, pour moi. Maintenant, c'est là... Bon, Youssou, je pense que tu peux montrer avec ta flèche AVF. Premier complexe AVF. AVF, hein? Oui, en bas. Premier complexe. Oui, premier complexe, on ne voit pas grand-chose ce qu'il y a devant. Tu es d'accord, Stéphanie? Deuxième complexe montre l'activité auriculaire. Il y a une activité auriculaire qui est là, qui semble être précoce et qui entraîne un QRS. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Mais même en début du premier complexe, l'empattement, en fait, le début du QRS en AVF, en fait, ne ressemble pas aux autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est tombé dedans? Oui, mais c'est des zones. Moi, je ne veux pas donner le diagnostic, mais quand tu vois que le complexe QRS s'accélère de temps en temps, et chaque fois qu'il y a une accélération sporadique, par exemple, le deuxième complexe, le 1, 2, 3, 4, le 5e complexe, il semble être accroché à quelque chose et qui ressemble à un auriculogramme. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une dissociation. Une dissociation, c'est vraiment autre chose. C'est qu'il n'y a aucun rapport.
Mais là, on sent qu'il y a une influence du ventriculogramme par quelque chose qui vient de la partie auriculaire. Bon, je ne veux pas donner le résultat, mais moi, quand tu me parles de dissociation, il faut des arguments. Et je ne pense pas qu'il y ait une dissociation ici. Je ne sais pas ce que Simon, ce que les autres pensent. Alors, professeur, alors moi, j'aimerais quand même rappeler que c'est le même électrocardiogramme, c'est le même malade, plutôt c'est le même malade, et on est dans la foulée. N'oublions pas ce qui s'est passé avant. Quel électro avait-il avant? Qu'est devenu cet électrocardiogramme après les manœuvres vagales et un peu de dioxine? Et puis, quel est l'électrocardiogramme actuel? Donc, n'oublions pas, ce n'est pas des électros qui viennent de malades différents, c'est exactement le même malade. Donc, si on essaie de rester cohérent, je pense que ça peut aider. D'accord. Traoré. Il y a Bamba Diop qui a levé là. Oui, docteur Bamba. Merci, professeur. Bon, effectivement, moi, j'allais rejoindre le docteur Simon. Pour les complexes, est-ce que c'est les mêmes morphologies déjà par rapport aux premiers électros? L'autre chose, c'est qu'à mon avis, le PP varie. Quand on prend, par exemple, l'onde T du deuxième complexe. Du deuxième complexe? AVF. AVF. Oui. Ici. Docteur Bamba, on ne t'entend pas bien. Allô? Allô, oui, allô, oui. Alors, je dis l'onde T du deuxième complexe est différente de l'onde T du premier complexe. Ça veut dire que probablement il y a un accident là-bas. Donc, le PP là, non, du deuxième complexe, le complexe précédent. Ici? Non, le complexe qui suit. Non, qui suit. Qui suit? Ici? Ouais, l'onde T là, non, le deuxième onde T, oui. Deuxième onde P? Onde T, comme T. Ouais. L'onde T comme tachycardie. L'onde T, voilà. Onde T. L'onde T là a une morphologie différente de la première onde. D'accord. Ça veut dire que probablement il y a un accident dessus. Donc ce PP là est différent du PP qui suit, qui est différent du PP qui suit. D'accord. Jusqu'à ce que, en fait, ça varie. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a un échappement auriculaire, c'est-à-dire au niveau du 9e complexe. Du 9e complexe, ici? Non, le complexe qui suit. Donc, il y a un PP qui est tellement allongé qu'il y a un autre foyer qui prend la commande, probablement. D'accord. Moi, c'est mon analyse. Et donc, on pourrait se dire qu'il y a un bloc sino-atrial du deuxième degré, type 1. Deuxième degré, type 1. Type 1. Donc, BSA2. Type 1. Et que quand le PP s'allonge grandement, il y a un échappement intra-auriculaire qui se produit. D'accord. C'est mon avis. D'accord. Merci, docteur Bamba. Youssou. Oui. Docteur Traoré. Oui, docteur Traoré. Comme les professeurs Simon vient de le dire, je pense que c'est le même électrocardiogramme que la précédente, seulement à partir du 8e complexe qui reste ici. Après un allongement des PR, on a une salle d'extrasystole supraventriculaire. Je pense que c'est ça qui est là. Sinon, c'est le même rythme. Apparemment, l'électro n'a pas changé, à mon avis. D'accord. Ouais, moi, je pense que c'est le même tracé. Seulement, il y avait des extrasystoles supraventriculaires intermittentes et il y a une salle d'extrasystole supraventriculaire à partir du 8e complexe qui reste. D'accord. Donc, toi, tu es toujours sur BAV1, bloc de branche gauche, et parfois salle d'extrasystole. D'accord. Oui. D'accord. Un bibloc plus des salles d'extrasystole. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, est-ce qu'on ne gagnerait pas à essayer de bien identifier les ondes P comme papa? Parce que comme on le dit tout le temps, tous nos enseignants nous ont toujours dit ça,
La clé, vraiment, c'est d'identifier les zones de paix et d'essayer de voir là où elles devraient être. Là. Donc, c'est vraiment la clé, à mon avis. Si vous ne voyez pas les zones de paix, quoi que vous diriez, honnêtement, je pense que n'aura pas un postulat qui soit fondé. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il faut revenir à la base, essayer d'identifier les zones de paix. D'accord. Donc, on prend d'autres intervenants. Allô, j'avais perdu la connexion. D'accord. Ça va, on peut avancer? Oui, ou bien prendre... Ouais. D'accord. On peut avancer, je pense, parce qu'il y a d'autres choses après. D'accord, oui, si. Donc, c'était demandé si vous restiez sur les mêmes hypothèses ou pas. Et que, donc, le diagnostic qui a été retenu, donc, c'est dans autre, et c'est une tachycardie atriale. Je reviens à l'électrocardiogramme, ou bien aux électrocardiogrammes. D'abord, revenons sur cet électrocardiogramme. Si on analyse bien cet électrocardiogramme, donc, si on regarde déjà ici, donc ce qui frappe à l'œil, c'est BAV premier degré associé à ce bloc de branche gauche. La majeure partie de ceux qui ont intervenu l'ont dit. Mais si on regarde déjà l'électrocardiogramme ici, en D2, à la fin de l'onde T, regardez la fin de l'onde T ici. Il y a un accident qui tombe à la fin de cette onde T. Ensuite, il y a une autre auriculogramme qui est là. Et regardez le début de ce QRS. Ensuite, on continue. Donc, si on revient ici, donc ce paire long, bon, c'est discutable. Ça peut être un BAV premier degré, onde paire long, conduit, c'est toujours possible. Mais essayez toujours de démasquer les ondes P. Donc, la clé, c'est de rechercher les ondes P. Donc, ici, déjà, on voit une onde P ici. Donc, qui tombe dans une période et n'est pas conduite. Dans une période réfractaire, une autre auriculogramme, ainsi de suite. Et si vous projetez, la majeure partie des auriculogrammes tombent à l'intérieur du QRS. Ça peut être un peu plus difficile ici. C'est pour cela, avant d'arriver au diagnostic, nous avons proposé ce deuxième électrocardiogramme parce que rappelez-vous, manœuvre vagale, ralentissement, tachycardie encore, digoxine. Donc nous avons proposé ce deuxième électrocardiogramme avant d'en arriver au diagnostic. Parce que chaque électrocardiogramme montre quelque chose de plus pour arriver au diagnostic sur cet électrocardiogramme. Si on vient à cet électrocardiogramme, j'en viens à D2. Si vous regardez bien, donc il y a quelque part où c'était plus net. Attends, je vérifie. Regardez ici, la fin de cette onde T, et regardez par exemple le début de ce QRS et le début de ce QRS. Est-ce que vous avez vu? Regardez ce début de QRS et le début de ce QRS-là. Est-ce que c'est la même chose selon vous? Est-ce que vous pensez que le début des deux QRS est le même? Visiblement, il y a une onde sur le QRS précédent.
Et en fait, et après, vous avez un passage tout simplement en 1 sur 1. 1 sur 1. Donc, l'activité atriale n'a jamais changé d'être ce qu'elle est. Voilà. N'a jamais changé. D'accord. Et ici, on démasque l'activité atriale en réalité. Regardez, et si on projette ici, ça, il y a une auriculogramme ici et il y en a ici. Et si on projette, on va trouver quelque chose ici dans l'onde T, ainsi de suite. Ça, il y a une auriculogramme qui est bien visible. Une autre dans ce QRS, une autre auriculogramme ici, ainsi de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur cette séquence-là, la tachycardie est passée en 1 pour 1. Et dans les autres cas, c'est en 2 sur 1. Donc, c'est ça. En fait, c'est variable. La conduction, elle est variable sur cet électrocardiogramme, mais les auriculogrammes sont fixes. Donc, il y a une auriculogramme ici, une autre ici. Et si on projette, parfois c'est un peu difficile, mais il y a quelqu'un qui a dit une chose par rapport à l'onde T tout à l'heure. Mais regardez, cette onde T-là, elle est de morphologie différente avec celle-ci. Donc, ce sont ces astuces-là. Sur une même dérivation, le début du QRS ou bien l'onde T, il n'y a pas de raison qu'il y ait une morphologie différente. Donc, en recherchant les ondes P, parce que la clé commence par rechercher les auriculogrammes. Où sont mes auriculogrammes? Et ça amène à bien observer aussi bien le QRS, surtout au début, ou bien la morphologie de l'onde T. Et si on regarde bien ici, cette onde T-là et celle-ci, ce n'est pas la même morphologie. Il y a une auriculogramme qui est tombé dans cette onde T-là. Et si on fait le rapport début onde P, on verra qu'il y a une autre auriculogramme dans ce QRS-là. Même si on fait le rapport, on verra toujours, on tombera sur ce QRS, on tombera sur cette onde P, ainsi de suite. Donc, quelque chose de régulier. Donc, il y a bien des auriculogrammes réguliers. Donc, il y a plus d'ondes P que de complexes QRS. Avec des auriculogrammes qui sont régulières, c'est des dérivations périphériques. Donc, les auriculogrammes à une fréquence de 214 par minute régulière. Donc, ceci oriente vraiment vers une tachycardie atriale. Maintenant, c'est la conduction qui a changé ici, comme au premier électrocardiogramme. À ce niveau-là, elle est conduite en 1 pour 1. Donc, si on démasque, regarde bien la morphologie du QRS, surtout au début, et la morphologie de l'onde T, on verra des débuts de QRS différents et des morphologies d'onde T différentes, et ceci par des auriculogrammes qu'il faudra aller chercher. Il y a iPhone qui a levé la main. Il ne s'est pas identifié. Oui. Il y a une question? Oui, c'est moi. Oui, docteur Khadim. Et donc, par rapport au deuxième ECG, oui, qui a été au deuxième électrocardiogramme. Oui, après la manœuvre vagale. Oui. Donc là-bas, ce n'était pas un BAV. Ce n'est pas un BAV premier degré. Il s'agit bien d'une tachycardie atriale. Et il y a eu ici, cette tachycardie atriale a été démasquée ici, au tout début du tracé. Il y a un auriculogramme à ce niveau. Et c'est ce rapport fixe-là, auriculogramme dans le QRS. L'auriculogramme, en vérité, elle est dans le QRS. Régulière, de même morphologie, à 214 cycles par minute. Excusez-moi, quand on regarde, quand on regarde par exemple en V1. En V1, oui. Oui, où devrait se trouver le deuxième auriculogramme? Parce que là, le QRS n'a pas changé de morphologie par rapport. C'est au moment, à quel moment du QRS survient l'auriculogramme? L'auriculogramme semble être dans le QRS. Le QRS. Alors, c'est ce qui fait que la partie ascendante même est un peu large, je pense.
Vas-y. Il y a Malik qui veut intervenir. Malik. Oui. Oui, docteur Malik. Oui, au fait, je voudrais juste apporter quelques précisions. Je pense que la discussion devrait se porter avant l'autre ECG où le malade était en tachycardie, c'est-à-dire le tracé qui vient après, avant la récidive. La discussion devrait se porter sur ce tracé-là où, comme vous l'avez déjà signalé, il y avait une tachycardie atriale déjà. Et sur le tracé long, si on parvient à mesurer l'activité atriale, on verrait que voilà, il y a 2 auriculogrammes qui se surviennent, et comme vous l'avez si bien signalé, que l'on parvient à démasquer sur le tracé long. Donc, il y a certains de nos maîtres qui nous disaient électrocardiomesurogramme, mais si on parvient à suivre l'activité atriale, là, d'emblée, le diagnostic de tachycardie atriale se poserait ici. Et dans ce cas, ça faciliterait, si le malade passe en tachycardie, voilà, l'aspect 2 pour 1 et 1 pour 1 serait beaucoup plus... Mais je pense qu'il fallait débattre ce tracé avant de passer en tachycardie pour être beaucoup plus simple, quoi. Oui, si. Voilà. Merci, docteur Merci. Malik. C'était en fait pour essayer d'améliorer les hypothèses, parce que peut-être que ce n'était pas si évident ici, mais sur le deuxième électro, parce on voulait en fait faire avancer les choses en fait, pour se rapprocher du diagnostic par rapport aux hypothèses en fait. Donc, c'est pour cela qu'on a montré cet électrocardiogramme qui est moins évidente, à mon avis, que le deuxième tracé. Je pense que Stéphanie s'était bien rapprochée en parlant d'une activité auriculaire régulière, mais sauf qu'elle elle a poussé le bouchon pour dire qu'il y a une dissociation. C'était bien de voir l'activité atriale régulière. C'est bien. D'accord. Je pense qu'il y a une diapositive qui synthétise bien les choses par la suite. D'accord. Donc, on peut avancer à Youssou. Voilà, oui. Donc, c'est ici le premier tracé. Donc, après les manœuvres vagales, donc, avec un aspect de paire long, donc, beaucoup de gens ont évoqué un BAV premier degré et bloc gauche. Donc, mais l'idéal, c'est vraiment de s'acharner à rechercher des auriculogrammes. Si vous avez un aspect électrocardiographique avec un paire aussi long, pensez à des auriculogrammes qui tombent quelque part. Et là, le début du QRS l'aurait permis. Sur ce deuxième tracé électrocardiographique, c'est un peu plus évident. Seulement, il fallait faire le rapport entre les différents accidents auriculaires et voir que ils sont réguliers et se rapprocher plus du diagnostic. Et là, c'est le premier électrocardiogramme où la patiente faisait une tachycardie atriale, mais qui passait en 1 pour 1. Donc, c'est pour cela, sur le plan auriculogramme, c'était difficile d'avancer à travers cet électrocardiogramme. Et vous voyez, c'est une manifestation d'une tachycardie atriale sur différentes formes chez la même patiente, donc ralentie par les manœuvres vagales. Après, elle repasse un peu en tachycardie digoxine. On a un ralentissement après, mais elle passe encore en tachycardie. Et là, elle est passée carrément en 1 pour 1. Je pense que c'était ça le message. Donc, sur le plan biologique... Youssou, tu peux revenir un peu? Oui. Donc, en fait, sur les 3 électrocardiogrammes, la patiente a la même arythmie atriale. Donc, une tachycardie atriale régulière qui bat à 214 par minute. Et en fait, les 3 électrocardiogrammes, sur les 3 différents électrocardiogrammes, vous avez une perméabilité différente d'une auriculoventriculaire qui va faire que sur le premier électrocardiogramme d'en haut, ça passe en 2 sur 1. Sur le second électrocardiogramme, la perméabilité d'une auriculoventriculaire est un peu plus importante de manière épisodique. Donc, tantôt vous avez 1 sur 1, tantôt vous avez 2 sur 1. Et sur le 3e électrocardiogramme d'en bas, là, la perméabilité est vraiment extrême, faisant passer la tachycardie atriale en 1 sur 1. Donc, c'est vraiment ça l'idée de mettre cet électrocardiogramme-là pour montrer ce que peut être la conduction auriculoventriculaire sur une tachycardie atriale.
Merci, professeur Sarr. Parfait, je pense que c'est bien résumé. On peut avancer. Sonogramme sanguin, CRP, la TSH. Donc, elle est restée en hospitalisation et elle a fait une récidive de sa tachycardie sous digoxine. Elle n'est plus dystéique, les pressions de remplissage étaient normales. VG à 40%, VG de dimension normale, donc pression normale. Nous avons remplacé la digoxine par du bêta-bloquant. Et ce qui se passe, elle fait une bradycardie. Elle a fait un BAV haut degré sur bêta-bloquant. Donc, ce qui a poussé à l'arrêt du bêta-bloquant.